Mais bonjour à tous et à toutes. Et merci aux organisateurs et aux organisatrices de me donner l'opportunité de vous dire quelques mots sur ce projet CAPA qui associe effectivement en particulier Hélène Delmotte et que je remercie d'avoir accepté notre invitation à nous, à nous soutenir dans le cadre de ce projet-là. Alors, je vois si c'est... Ouais, super. Donc le projet CAPA, en quelques mots, donc c'est un projet qui s'intéresse à la segmentation par l'âge des politiques de l'autonomie, donc dit autrement à la fameuse problématique de la barrière d'âge. Donc c'est un projet qui est porté par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui est un établissement public de recherche au même titre que le CNRS ou l'INSERM, même si on est évidemment beaucoup plus petit. C'est un projet que je coordonne avec 3 collègues, donc une collègue qui est politiste, donc Maëlle Moalik, une collègue qui est économiste, Delphine Roy de l'Institut des politiques publiques, et une collègue sociologue de l'Université de Lille, Jinje Xing Bonjoani. C'est un projet donc, qui est financé dans le cadre des programmes prioritaires de recherche sur l'autonomie. Donc le projet CAPA est lauréat du premier appel à projet qu'il y a eu et qui couvre la période 2023-2027. Donc on est je peux plus dire maintenant qu'on est au début du projet, mais on n'est en tout cas pas à la fin du projet. Donc pour information, je n'aurai pas de résultats à vous présenter encore à ce stade-là, mais je m'appuierai sur le projet, ses orientations et puis les réflexions qu'on a évidemment déjà bien initiées pour qu'on s'appuie dessus et qu'on échange ensemble sur cette question de la segmentation des politiques de l'autonomie. Donc c'est un projet qui regroupe un consortium de 13 partenaires de recherche, donc des établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi ce que nous, dans notre jargon, on appelle des parties prenantes, donc des acteurs du secteur qui nous apportent aussi une certaine réflexivité sur ces questions et qui s'assurent que on perd pas de vue certains enjeux qui sont importants pour eux, donc en particulier l'UNA ou Andéo pour ne citer que. Donc cette problématique de la segmentation par l'âge des politiques de l'autonomie, donc je ne détaille pas, je pense que vous avez tous en tête cette distinction entre les politiques qui ciblent le grand âge, la perte d'autonomie, on aurait dit il y a quelques années la dépendance, et puis les politiques du handicap. Donc c'est une question qui est structurelle, qui est posée de longue date, qui aujourd'hui revient un peu sur le devant de la scène avec cette proposition de loi que vous avez, qui est une loi qui a été adoptée par le Sénat, que vous avez sans doute vu passer sur la maladie de Charcot. Donc la maladie de Charcot, qui est une maladie qui est particulièrement confrontée à cette problématique de la barrière d'âge, parce que c'est une maladie invalidante, évolutive, mais qui apparaît généralement entre 50 et 70 ans. Et donc, il y a tout un enjeu de diagnostic de la maladie avant 60 ans ou après 60 ans. Si la personne est diagnostiquée avant 60 ans, elle peut bénéficier de la PCH. Dans le cas contraire, elle sera orientée vers l'allocation personnalisée autonomie, avec, dans ce cas-là, alors, il ne faut pas généraliser, ça dépend évidemment beaucoup des situations, mais dans la très grande majorité des cas, la PCH couvre davantage de besoins à un moindre coût pour la personne que l'APA. Donc il y a un vrai enjeu d'un diagnostic avant 60 ans ou après 60 ans, et donc là un vrai effet de seuil. Donc la proposition de loi vise justement à introduire une exception à cette barrière d'âge dans le cas de la maladie de Charcot, mais éventuellement dans le cas d'autres pathologies qui seront définies par arrêté, pour permettre aux personnes de bénéficier de la PCH, même si la maladie a été diagnostiquée, on va dire, après 60 ans. Donc il y a un débat récurrent sur la nécessité de remettre en cause cette barrière d'âge qui existe en France. Alors les principaux arguments qui vont vers une remise en cause, donc un rapprochement, une convergence, voire vraiment une unification via par exemple une prestation autonomie universelle,
C'est des arguments, on va dire, que j'appelle normatifs. C'est vraiment l'idée, le premier argument, c'est un argument qui renvoie à la question de l'égalité de traitement. Donc dit autrement, les difficultés quotidiennes devraient être reconnues et compensées de la même manière à besoin de soutien donné, quel que soit l'âge des individus. Il n'y a aucune raison que l'âge soit un critère qui conditionne les solidarités publiques qui sont mises en œuvre. Il y a un argument qui apparaît plus récemment dans le débat, c'est celui de la lutte contre l'agisme, avec l'idée que cette segmentation par l'âge des politiques de l'autonomie nourrisse un certain agisme des politiques publiques, puisqu'on accorde un statut particulier, différent de n'importe quelle personne qui a un handicap, aux personnes âgées. Donc ça, c'est un argument qui est de plus en plus défendu dans la littérature académique. Évidemment, des arguments que je pense que vous avez tous bien en tête ici sur des éléments qui renvoient à l'efficacité, si je parle comme un économiste, des politiques publiques, avec, on le sait, une segmentation, une barrière d'âge qui conduit à un certain nombre de ruptures des parcours, des difficultés à accéder à certaines prises en charge, avec des établissements, on le sait, qui sont spécifiques à certains profils et certains âges de personnes, et en particulier des populations qui sont particulièrement exposées à ces ruptures et ces barrières. C'est les personnes dites handicapées vieillissantes, qui sont aujourd'hui, il y a eu différents rapports de l'IGAS, de la Cour des comptes, qui l'ont mis en évidence, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses avec l'augmentation de l'espérance de vie générale en France, mais en particulier pour des personnes touchées par certains handicaps. Et les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs précoces, donc on pense en particulier aux malades Alzheimer jeunes. Alors face à ces différents arguments qui sont importants, le premier argument qui revient tout de suite pour opposer et conserver cette segmentation par l'âge, c'est l'argument financier, le blocage financier, avec le constat qu'une convergence des deux politiques serait extrêmement coûteuse pour les budgets publics. Donc nous, par exemple, dans le cadre de CAPA, mais c'est des résultats qui sont encore très provisoires et qu'on doit consolider, on a simulé ce que serait une extension de la PCH aux plus de 60 ans, et on est sur un budget de 4-5 milliards d'euros par an. Ce sera beaucoup plus dans 10 ans avec le vieillissement de la population, mais donc on est quand même sur des budgets relativement importants. Et cet argument, on l'a retrouvé il y a une dizaine de jours dans la bouche de notre ministre au moment d'un abonnement qui a été discuté au Sénat, justement sur ce rapprochement PCH-APA. Et le premier argument, c'est l'argument financier. C'est on n'a pas aujourd'hui les ressources pour étendre en tout cas la PCH au grand âge. Donc il y a d'autres considérations normatives, je ne vais pas insister dessus, mais sur qu'on essaye de creuser actuellement dans le cadre du projet. En particulier, il y a deux situations qui sont concernées par cette barrière d'âge, qui ne sont pas souvent distinguées et qui, à notre sens, nécessitent d'être distinguées parce qu'on peut avoir des approches un peu différentes. Donc à la fois deux personnes qui ont, par exemple, les mêmes pathologies ou les mêmes besoins de soutien, mais à des âges différents. D'accord, donc on peut considérer comme légitime de traiter différemment ou pas. Et puis il y a les personnes du même âge qui ont les mêmes pathologies, mais la pathologie s'est déclarée à une date différente de la seconde. On peut très bien considérer comme légitime une distinction pour les deuxièmes, par exemple, et pas forcément pour la première. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train d'un peu de nourrir nos réflexions. Et puis, il y a d'autres arguments, et donc là, je reprends Denis Pifto, mais c'est un argument qu'on retrouve assez fréquemment et qui est, je pense, au cœur de la naissance de cette segmentation par l'âge des politiques en France, c'est que le sentiment de solidarité peut ne pas être exactement le même vis-à-vis d'une personne en situation de handicap, pour lequel, par exemple, le handicap a impacté toute la carrière professionnelle, qui est intervenu de manière soudaine, imprévisible, etc. Et le sentiment de solidarité vis-à-vis d'une personne âgée qui est touchée par la perte d'autonomie à un âge avancé,
qui a pu potentiellement anticiper voilà, les besoins qui seraient les siens éventuels, prendre des dispositions, ce que peut-être ne peut pas faire d'autres personnes qui sont touchées par le handicap de manière plus précoce. C'est un argument qui a été aussi évoqué par le ministre au moment de l'amendement, en particulier au regard de la question des ressources dont disposent les personnes en situation de handicap et les personnes âgées qui sont très différentes, en particulier en termes de patrimoine. Alors, si on s'arrête quelques minutes sur sur les prévalences de perte d'autonomie, donc là, je me suis focalisé sur les troubles psychiques, intellectuels et cognitifs, mais on a à peu près le même profil pour les limitations motrices ou organiques. Sur le graphique de gauche, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il se passe quand même quelque chose avec l'âge, et ça, vous le savez autant que moi, mais que on a une augmentation de la prévalence qui est très importante aux âges on va dire à partir de 80 ans. Donc on a effectivement l'idée que ce risque-là, il ne touche pas les individus de manière identique, quel que soit leur âge, mais qu'il y a quand même quelque chose qui touche spécifiquement le grand âge, et ça peut amener à avoir des stratégies, des orientations politiques spécifiques vis-à-vis du grand âge. En même temps, si je reprends la formule, si vous regardez le graphique de droite, vous voyez que la distribution par âge des personnes qui sont aujourd'hui en France touchées par un trouble psychique, intellectuel ou cognitif, et en fait, il est réparti de manière très différente parce qu'évidemment, on a des prévalences très élevées aux âges les plus avancés, mais ça représente aujourd'hui en France encore peu de personnes, malgré le vieillissement de la population. Et que les personnes qui sont les effectifs les plus importants, c'est justement ceux qui sont en plein sur la barrière d'âge, donc autour de 60 ans. Donc il y a un vrai enjeu, au-delà du vieillissement de la population, à s'intéresser à ces populations qui sont de fait les personnes les plus touchées par ces troubles psychiques, intellectuels et cognitifs. Donc la convergence qu'on évoque souvent, en fait, quand on regarde plus précisément ce qui en est dit dans la littérature académique ou dans la littérature grise, en fait, elle est peu souvent explicitée parce qu'en fait, elle peut prendre différentes formes. Là, je prends l'exemple d'un rapprochement APA-PCH. Ça pourrait correspondre à une suppression de la barrière d'âge de la PCH, mais en conservant par exemple l'APA avec un droit d'option. On pourrait supprimer la barrière d'âge à 60 ans et supprimer l'APA. Donc, mais ça pourrait aussi une réforme encore plus couvrante, j'ai envie de dire, parce que vous savez que la PCH a un défaut par rapport à l'APA, c'est qu'elle ne couvre pas les besoins d'aide ménagère. Donc ça, c'est une vraie différence avec l'APA, et donc ça pourrait être une évolution où on supprimerait l'APA, on étendrait la PCH pour tout le monde, mais on élargirait la PCH pour intégrer ces éléments d'aide ménagère. Donc là, c'est évidemment à chaque fois, les gagnants et les perdants ne sont pas les mêmes. Dans le dernier scénario, a priori, il y aurait que des gagnants, mais dans les autres, il pourrait y avoir des perdants. Et puis le coût en termes de dépenses publiques n'est pas du tout le même. Donc ce qu'on fait dans le projet, ce qu'on a débuté, c'est des évaluations d'impact pour nourrir les réflexions sur ces différents scénarios de réforme, pour identifier le coût global et puis évaluer les enjeux redistributifs de ces réformes. Donc voilà, vous l'avez compris, tous ces éléments font qu'il nous semble que c'est une problématique importante, que c'est une caractéristique aujourd'hui très structurante de nos politiques publiques, donc ça nous paraît vraiment un point de départ important pour développer de nouveaux travaux. C'est une dimension qui est fréquemment remise en cause dans le débat public. En particulier se pose aujourd'hui, à mon avis, la question de manière importante dans le cadre de la structuration de la 5e branche de la sécurité sociale. Ce que je n'ai pas suffisamment dit, mais qui est important de souligner, c'est qu'on a assez peu de connaissances scientifiques pour concrètement évaluer les modalités
convergence et les implications que ça aurait sur les différents acteurs, pas uniquement les bénéficiaires, mais aussi tous les professionnels du secteur, tous les proches aidants qui sont aussi directement confrontés par cette question de la barrière d'âge, parce qu'ils ont eux aussi des droits sociaux différents suivant qu'ils aident une personne bénéficiaire de la PCH ou une personne bénéficiaire de l'APA, par exemple. Et puis, c'est un sujet qui est important aussi pour nous, parce que ça nous permet de décloisonner aussi les recherches, parce qu'elles sont, dans sciences humaines et sociales, aussi extrêmement cloisonnées entre les travaux qui s'intéressent aux personnes en situation de handicap et aux travaux qui s'intéressent plus à la perte d'autonomie et au grand âge. Donc c'est un challenge aussi pour nous de travailler ces questions-là. Donc très rapidement, j'ai bientôt fini. Préciser qu'on structure nos travaux autour de 3 temps de recherche. Un premier vraiment qui est porté par les historiens du groupe qui s'intéressent aux processus historiques qui ont conduit en France à l'instauration de cette barrière d'âge, avec autant que possible des comparaisons avec d'autres pays pour voir pourquoi nous avons fait un choix qui est différent, différent de beaucoup d'autres pays. Comment les politiques, aujourd'hui concrètement, quels sont les effets concrets de cette segmentation pour les personnes, et quels sont, je l'ai dit, les scénarios d'évolution qu'on pourrait penser pour l'avenir. Voilà, j'en termine par quelques résultats attendus que peut-être j'aurai l'occasion de vous présenter dans 2 ans, pas pour tout de suite, c'est le temps de la recherche qui est un peu long. Donc au niveau scientifique, des comparaisons entre les 2 types de politiques, des travaux qui visent à vraiment étudier les parcours des gens, en particulier voir ce qui se passe quand les individus franchissent cette fameuse barrière d'âge. Donc là, on va essayer de mobiliser autant que possible des données empiriques, des données administratives en particulier. Une modélisation d'évolution de politique publique et tous ces travaux qui, on l'espère, nourriront l'action publique autant que possible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci et bravo Roméo Fontaine. Et je le redis, on est très heureux d'être associés. Et bien sûr, je cite également Lorraine Gilly, que vous connaissez tous et qui est aussi impliquée dans ce projet. Sandrine Renet, je me tourne vers vous. Peut-être en première question, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette présentation ? Merci déjà à vous pour cette invitation et cette présentation du coup qui vient, j'ai envie de dire, un peu conforter ou en tout cas confirmer à la fois la tendance générale et ce qu'on peut entendre aussi, les retours du terrain, des associations, des aidants notamment, en tout cas de tous ceux qui accompagnent à la fois donc des populations vieillissantes mais aussi des personnes en situation de handicap et qui ont du mal à comprendre et à lire les politiques publiques et cette différenciation et qui du coup se retrouvent forcément face à des barrières administratives. Alors on en parle souvent et on a l'habitude finalement quel que soit le champ, la thématique des politiques sociales, mais c'est aussi valable dans d'autres domaines, de se dire qu'il y a une difficulté administrative à en fait savoir dans quelle case on rentre et à essayer de faire rentrer les personnes dans la bonne case, en tout cas la case administrative. Et c'est vrai que quand on parle d'humain, quand on parle de prise en charge, alors évidemment quand c'est de la famille, quand c'est des enfants, quand c'est une prise en charge qui touche en fait à son quotidien et à des êtres humains, c'est toujours difficile de se dire ben non en fait là la case elle est pas bonne, il faut que vous trouviez une autre case pour faire rentrer en fait la personne dans cet établissement, dans cette politique publique pour que vous puissiez être aidé. Et donc c'est vrai que c'est très frustrant et c'est très difficile quand on est confronté soi-même à ces situations. Donc là ce que vous mettez en avant dans cette étude, en tout cas les premiers éléments et les premières réflexions, elles vont dans ce sens-là, dans la volonté qu'on peut avoir de décloisonner
et de faire en sorte qu'il y ait peut-être une seule politique publique qui répondrait à des prises en charge complexes, à des prises en charge différenciées et à une évolution surtout des problématiques, puisque rien n'est figé et qu'on voit bien qu'effectivement la situation d'une personne souvent se dégrade avec l'âge, mais qu'on n'atteint pas 60 ans pour avoir une perte d'autonomie et qu'aujourd'hui, vous avez parlé notamment de la maladie de Charcot, malheureusement des jeunes, des 35-40 ans, sont confrontés à cette maladie qu'on sait incurable. Donc en fait, on ne peut pas se dire non, on attend d'avoir 60 ans pour qu'elle soit prise en charge. En fait, non, il faut qu'on fasse aussi évaluer ces politiques publiques. Donc voilà peut-être sur une première réaction ce que ça m'inspire, et je pense qu'on aura le loisir aussi de parler de l'aspect budgétaire et des réflexions budgétaires que vous avez pu entendre. Et effectivement, c'est une des problématiques pour avancer aussi sur ce sujet. J'allais effectivement vous poser la question. Roméo Fontaine parle de 4 à 5 milliards. Est-ce que vous diriez que c'est un choix politique? Et comment est-ce qu'on peut faire finalement pour réussir à casser cette barrière de l'âge et à faire qu'il y ait quelque part moins d'injustice entre les situations de personnes quelque part identiques, mais qui, parce qu'elles auront été diagnostiquées à 59 ou à 61 ans, n'auront pas les mêmes droits? Alors, au-delà de la question du choix politique, alors bien évidemment, tout est question de choix politique, d'orientation et surtout de priorité qu'on se donne. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'est une nécessité et on sait qu'on est confronté au vieillissement de la population. On attend depuis des années, depuis plus de 7 ans, une loi grand âge. Avec cette nécessité de pouvoir disposer d'une loi pluriannuelle, d'une loi de programmation qui va permettre justement que cette prise en charge elle soit effective et efficace. Donc on sait le coût, on sait que on va aller de toute manière vers des dépenses qui vont augmenter. Il y a eu ce virage domiciliaire qui a été mis en place pour peut-être essayer d'amoindrir justement les coûts des établissements, les coûts de prise en charge en fait dans des établissements spécialisés, mais qui ne correspondent pas à tout le monde. Il faut qu'on continue les efforts, mais dans les deux sens. On a à la fois besoin de pouvoir développer des dispositifs de maintien à domicile et donc d'accompagner les personnes à leur domicile, mais on voit bien toutes les difficultés que ça peut aussi engendrer sur la question notamment de l'équipement. Donc il y a évidemment du matériel, il y a des coûts matériels qui sont incompressibles. Et puis après, sur le coût humain, puisqu'il y a un manque de personnel quand même aussi assez criant, d'aides-soignantes ou d'infirmières qu'on n'arrive pas à trouver pour le domicile, et ça repose encore une fois beaucoup sur la famille, sur les aidants, et donc ça a un coût humain et un coût en fait familial qui lui n'est pas pris en charge. Donc quand on parle des 5 milliards, l'évaluation qui est faite, c'est peut-être 5 milliards en tout cas sur du court terme, mais on sait très bien qu'avec l'allongement de la durée de vie, ça peut augmenter bien évidemment, et ça pourra en 2070 être peut-être le double. On n'a pas ces chiffres-là, mais en tout cas on sait que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc peut-être essayons aussi de calculer les coûts cachés et qui seraient aujourd'hui, qui reposeraient en fait sur la famille, notamment sur les aidants, qui ne seraient pas pris en charge, pour montrer que finalement 5 milliards dans la période qu'on connaît actuellement et donc dans la crise budgétaire dans laquelle on sait que c'est difficile. 5 milliards tout de suite ça fait peur parce qu'en fait on ne les a pas, mais une fois qu'on a dit ça, en tout cas les personnes elles sont malades, elles sont âgées, elles sont dépendantes, elles sont en perte d'autonomie, donc une fois qu'on a dit qu'on n'avait pas d'argent, il faut quand même faire quelque chose pour cette prise en charge, et donc se dire qu'aujourd'hui ce coût-là il est peut-être un investissement nécessaire sur l'avenir, et en tout cas sur l'avenir à la fois de nos personnes en situation de handicap et sur nos seniors, puisque en fait il faut évidemment qu'on ait cette solidarité envers l'ensemble des générations. Merci beaucoup Sandrine Renel. Je propose que nous prenions vos questions ou réactions, que nous poursuivions le débat avec vous. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou des demandes de précision ou des témoignages. Oui, Président, au premier rang, si on peut avoir un micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Oui, bonjour, Joël Jaouen, président de l'Union. J'ai dit ce matin dans l'introduction des rencontres, j'ai fait allusion aux politiques publiques de France Alzheimer et qu'on combattait depuis longtemps, depuis des années. Moi, je suis rentré en 2000 chez France Alzheimer, on combattait déjà la barrière d'âge. Donc, c'est pas nouveau comme combat. Ça, c'est la première chose. La deuxième,
c'est que j'ai dit qu'on a un nouveau combat, c'est la reconnaissance du handicap cognitif qui n'existe pas. Par contre, et c'est là ma question, avant de ma question, on sent qu'on s'approche dans une grande nébuleuse handicap. La meilleure preuve, on adhère à France Asso Santé. Chez France Asso Santé, on est dans le collège du handicap. On ne nous a même pas laissé le choix. Progressivement, on sent qu'on s'approche d'un, je vous dis, cette préparation. À ce moment-là, l'enjeu qui va nous concerner, et c'est ça ma question, et vous avez fait état des finances de la France actuellement, quand vous voyez le différentiel entre l'APA et l'MDPH, a-t-on les moyens? Ce 5 milliards, ça me semble un peu juste. 5 milliards, ça semble juste, Roméo Fontaine. Et puis Sandrine Renel après, hein, effectivement. Alors, 5 milliards dans nos estimations à nous, oui, c'est plutôt un minorant, au sens où on est sur une population, on était sur une population de 2020, et on sait qu'il y a une dynamique qui commence aujourd'hui, mais qui va surtout être importante à partir de 2030. Donc on va avoir des effectifs de bénéficiaires d'APA qui vont considérablement augmenter à partir de 2030. Donc les évaluations ce qu'on aimerait faire, c'est les prolonger à cette 2030-2040 pour donner un chiffre plus intéressant pour les finances publiques. Et le deuxième point, évidemment, c'est que il y a aussi toute la question du coût unitaire de l'heure d'aide à domicile, qui nécessiterait, du point de vue de beaucoup d'acteurs, d'être revalorisé. Et donc, ça veut dire ce qui renchérirait, encore une fois, évidemment, le budget alloué. Après, je partage ce que vous disiez, c'est-à-dire que on a ces évaluations monétaires qui sont modulo quelques hypothèses pas très compliquées à faire. Ce qui est beaucoup plus compliqué, mais ce qu'il faut à tout prix intégrer dans l'équation, c'est tous les coûts invisibles qui existent et qui sont importants, en particulier si on ne fait pas de réforme. Donc on sait que c'est une charge qui pèse énormément sur les familles, que ça a des coûts, plein de travaux le montrent, hein, sur des sorties du marché du travail, des coûts en termes d'état de santé, des coûts en termes de qualité de vie qui sont très importants, pour les aidants de personnes âgées, mais qui le sont encore plus pour les parents d'enfants en situation de handicap, même si aujourd'hui ils sont un peu moins étudiés du fait du vieillissement de la population, qui fait que beaucoup de travaux se concentrent aujourd'hui sur le grand âge, et en laissant de côté des proches aidants d'enfants ou de conjoints sur des âges plus jeunes. Donc ces coûts-là, ils sont considérables. Et remplacer un peu et investir en termes de solidarité publique permettrait de faire d'économies considérables de ce côté-là. Absolument. Sandrine Renel, 2 points effectivement dans ce qu'a pu dire le président. Donc cette suppression de la barrière d'âge, on la demande depuis très très longtemps. Elle est même inscrite dans la loi de 2005. Mais voilà, pourquoi on n'applique pas les lois de la République? Question un peu directe. Et puis, effectivement, cette deuxième revendication de France Alzheimer, hein, qui est de faire reconnaître la maladie comme un handicap cognitif, ce qui ouvrirait des droits un peu plus importants. Oui, il y a peut-être 2 choses, en fait. Il y a 2 philosophies d'action. Il y a la question de la prise en charge du handicap, et du coup l'allocation qui va avec aujourd'hui, la PCH, elle est là pour compenser la vie avec un handicap. Et donc aujourd'hui, seules les maladies, ou en tout cas ce qui rentre dans le champ du handicap, en fait, est pris en charge par cette prestation, et puis par tout un tas d'aides associées. Et puis on a aujourd'hui la perte d'autonomie, et c'est un grand fourre-tout. En fait, la perte d'autonomie aujourd'hui, c'est un grand fourre-tout dans lequel on peut mettre énormément de choses, et donc lié à des maladies neurodégénératives aussi, c'est possible, et puis lié à la vieillesse, et donc forcément à la perte d'autonomie qui va de pair quand on est moins autonome quand on a 95 ans que quand on en a 30. Donc il y a ces 2 en fait situations, il y a ces 2 canaux qui coexistent, et qui, pour de plus en plus en fait de personnes, finalement sont encore une fois incompréhensibles. Donc
la question de la barrière de l'âge, moi, elle me paraît essentielle. Alors, en même temps, ça fait 20 ans. Enfin, du coup, oui, c'est évidemment que c'est essentiel, mais ça fait 20 ans. Donc, j'ai envie de dire, normalement, c'est acquis. C'est juste qu'aujourd'hui, ça n'est pas appliqué. Mais finalement, c'est un combat qui, en tout cas, dans à la fois les politiques publiques et surtout dans l'opinion globale, normalement, est acquis. Donc, ça, c'est quelque chose à, évidemment, remettre encore une fois sur le tapis. Alors, j'ai regardé, il y a déjà pas mal de questions au gouvernement qui ont été posées, plusieurs ministres en fait de la santé qui ont été interpellés sur la non-application de cette loi. Donc en fait, moi je ne peux que m'engager à redemander et à re-questionner. Alors quand on aura un gouvernement, donc c'est pas tout de suite, je vous demande encore un petit peu de patience, mais peut-être au mois de janvier. Mais en tout cas, effectivement, cette inscription-là, elle est dans la loi et donc elle devrait pouvoir bénéficier aujourd'hui aux personnes qui ont plus de 60 ans. Donc voilà, moi je prends l'engagement de pouvoir interpeller à nouveau. Alors sans garantie par contre de résultats, hein. Malheureusement, on ne fait pas toujours de miracles. Mais c'est vrai qu'il y a une injustice et qui est de plus en plus criante aussi au regard de la multiplication des situations. Et c'est peut-être ça en fait qui aujourd'hui crée quand même aussi beaucoup d'incompréhension et parfois bien sûr de frustration. Mais en tout cas du coup des mauvaises prises en charge et qui font qu'aujourd'hui on a quand même des personnes qui se retrouvent un peu esseulées et en grande difficulté face à la maladie. Merci Madame la députée de relayer nos demandes. Oui, on vous écoute. Oui, Paul Chouanet, donc France Alzheimer Mayenne. Je voyais bien les difficultés que vivent les personnes en fait en fonction de cette barrière de l'âge. Et peut-être, parce que je ne sais pas si on arrivera un jour, à partir du moment où tout le ministère des Finances est composé de jeunes têtes, qui n'ont pas de parents en situation de difficulté, ce sera peut-être difficile de faire aboutir des questions globales. Et donc peut-être déjà des avancées à petits pas. Par exemple, que les personnes malades jeunes pour la maladie d'Alzheimer, quand elle est diagnostiquée, peut-être une reconnaissance pour les aidants du répit, ce qui n'existe pas quand il y a la PCH. Peut-être une reconnaissance pour les aidants de l'accueil de jour, ce qui n'existe pas pour la PCH. Peut-être, vous voyez, il y a des analogies possibles, peut-être sur une avancée progressive pour la population qui nous concerne, nous. Ensuite, je voulais aussi dire que la difficulté, ce matin, on l'a entendu avec les médecins, la difficulté à élaborer un diagnostic est de plus en plus long aujourd'hui. On a vu les présentations avec les approximations diagnostiques, par exemple la maladie d'Alzheimer. C'est très difficile d'arriver à la MDPH sans diagnostic. Et déjà, quand vous faites un dossier de MDPH, et s'il n'y a pas le mot avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est cuit d'avance, enfin il n'y aura rien d'avance quoi. Et donc il y a déjà cette grande difficulté-là aujourd'hui dans la rapidité du diagnostic par les spécialistes. Et je pense qu'eux-mêmes de leur côté ne mesurent pas cet effet-là direct pour les aidants. Ensuite, pour nous, dans nos associations, on se heurte au pratico-pratique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes ou de bénéficier de l'APA ou de bénéficier de la PCH. Le gros avantage de la PCH, c'est lorsqu'il y a institutionnalisation avec l'aide sociale, le recours à l'aide sociale. Parce que, évidemment, là, il n'y a pas de recours à l'aide sociale sur les débiteurs alimentaires lorsque les personnes bénéficient de la PCH. Mais si la personne a très peu de chances d'entrer en structure, est-ce que c'est pas là, à partir de là, plus intéressant d'aller vers une prestation d'APA? Et ça, c'est vraiment les dilemmes auxquels on se heurte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on va dans un guichet, le guichet MDPH ou le guichet APA ou le guichet CRAM, enfin ou CPAM de la Caisse d'assurance maladie, chacun, les travailleurs sociaux de ces guichets ne parlent que pour leur propre guichet. Et donc, et parfois sur les ordres aussi d'un président de conseil départemental. Et par rapport aux finances et aux économies générées. Et donc parfois on trouve certains services qui vont préconiser l'APA même pour des malades jeunes parce qu'on sait que ça coûtera moins cher en finale au département. Ou préconiser plutôt de la PCH lorsqu'on est dans un autre guichet tel que l'assurance maladie par exemple ou autre.
Et on voit bien là que les familles ne s'y retrouvent pas parce que elles pensent avoir affaire à des spécialistes et les spécialistes ne parlent que pour leur propre silo. Voilà. Et ma question, c'était vraiment cette stratégie des petits pas. Merci. Roméo Fontaine, vous voulez réagir peut-être effectivement à ces situations complexes et peut-être Sandrine Renel justement sur ces silos. Oui, non, mais merci effectivement pour ces commentaires qui illustrent très bien la barrière d'âge et la difficulté de s'y retrouver pour les personnes et pour les professionnels qui les accompagnent aussi. Alors les différences PCH-APA, vous les avez évoquées. Il y a la question du reste à charge qui est très différent. Alors dans la majorité des cas, la personne a, semble-t-il, intérêt à recourir à la PCH, puisqu'on a très souvent un reste à charge qui est nul et puis des plans d'aide qui ne sont pas plafonnés, ce qui est dans le cadre de l'APA, où dans beaucoup de situations, le fait qu'on soit au plafond, qu'on ait un reste à charge, fait une grosse différence quand même par rapport à la PCH. La deuxième chose qui est importante de souligner, que vous avez évoquée, c'est que les droits des proches aidants sont très souvent aujourd'hui en France des droits qui sont des droits indirects, donc qui sont des droits qui découlent des droits de la personne aidée, donc qui sont typiquement associés à l'APA, dans lequel on peut, via l'APA, financer des aides au répit. Versus des droits qui sont associés à la PCH. Donc il n'y a pas effectivement ces droits-là, mais il y a la possibilité de dédommager, ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre de l'APA ou dans des conditions plus spécifiques. Donc tout ça effectivement fait qu'on peut, sans aller jusqu'à la création d'une prestation autonomie universelle qui serait identique, quel que soit l'âge, qui serait identique sur tout le territoire, voilà, réfléchir effectivement à des avancées et des convergences qui permettraient de éventuellement prendre le meilleur de l'une des prestations pour l'associer à l'autre sans que ce soit forcément extrêmement coûteux en termes de dépenses publiques. Sandrine Renel. Oui, pour réagir peut-être à votre proposition finalement, qui est une autre alternative de cette stratégie des petits pas comme vous l'appelez. Encore une fois, je suis assez convaincue que l'APA et la PCH sont deux réponses à des problématiques qui sont différentes. Et donc, à mon sens, les deux réponses doivent continuer à exister en tant que telles, parce que de toute manière, elles répondent à des besoins particuliers. La difficulté, c'est finalement pour les personnes qu'on n'arrive pas à catégoriser ou alors qu'on met dans la mauvaise case et qui, encore une fois, vont se retrouver avec l'APA alors que finalement, elles ont un handicap cognitif qui n'est pas forcément reconnu, donc du coup, qui est mal pris en charge et qui est mal pris en charge financièrement, bien sûr, mais qui est aussi mal compensé en termes d'accompagnement à la fois médicalisé, mais aussi humain et d'accompagnement social, finalement, pour à la fois la personne, mais aussi la famille. Donc, sur les différentes propositions, ou en tout cas hypothèses qui étaient présentées, que vous avez du coup, enfin, en tout cas, élaborées dans votre recherche, je pense qu'il est nécessaire de continuer à faire vivre et à alimenter à la fois financièrement ces deux dispositifs, mais par contre, à évidemment reconnaître la question du handicap cognitif comme un handicap à part entière, comme un handicap physique, et qui du coup pourrait être pris en charge par la PCH, et donc sans évidemment barrière d'âge, puisque c'est assez ridicule de se dire que on peut être une personne en situation de handicap jusqu'à 60 ans et qu'à partir de 60 ans on devient en perte d'autonomie, de la même manière qu'en fait on peut devenir en situation de handicap après 60 ans et être en perte d'autonomie à 35 ou 40, quand on parlait notamment de la maladie de Charcot. Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ces deux dispositifs, ils ne sont pas utilisés de la même manière. Évidemment, on regarde de toute façon, enfin, du montant moyenne de l'aide, et puis du nombre de bénéficiaires, et qu'on a beaucoup plus de bénéficiaires de l'APA avec une allocation qui est moins élevée que de bénéficiaires de la PCH avec une allocation qui est
plus élevé puisqu'il compense une situation d'handicap. Donc la véritable question au final, c'est à la fois la barrière de l'âge, et donc ça, elle doit être levée le plus rapidement possible. On a des exemples en fait de dispositifs comme ça, et j'en reviens à vos propositions, notamment sur par exemple les amendements Creton. En fait, normalement, il y a des dispositifs qui permettent à des personnes d'être pris en charge jusqu'à un certain âge, mais quand elles dépassent l'âge et qu'il n'y a pas d'autres solutions, qu'il n'y a pas d'autres dispositifs pour les prendre en charge et les accompagner par la suite, on les remet pas à la rue, et donc du coup on continue à les accompagner. Ce qui pose aussi des questions sur, par contre, les entrées dans le dispositif, parce que on a inventé des amendements qui permettent, voilà, du coup, aux personnes qui sont prises en charge, en tout cas, d'y rester, ce qui est bien, mais ça veut dire que celles qui pourraient rentrer dedans le sont pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc voilà, on sait inventer des choses quand il le faut. On sait bien évidemment aussi, je le dis de manière un peu triviale, mais en tout cas bidouiller avec les dispositifs, et donc si vous avez demandé à 58 ans, vous pouvez continuer à en bénéficier même après 60. Donc voilà, on voit bien en fait qu'on tord un peu le bras quand même à tout ça. Il est peut-être temps aujourd'hui, en 2024, voire en 2025, de clarifier tout ça et de mettre un peu un point d'honneur à faire en sorte que chacun soit pris en charge à la mesure de ses besoins et pas l'inverse. Et effectivement, je pense qu'on a besoin aussi peut-être de vos études et d'un peu de coups de pied dans la porte pour avancer ensemble là-dessus. Merci beaucoup. Alors on va prendre une dernière question, Madame Demour. Oui, moi je suis un petit peu étonnée à chaque fois, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mathieu Secaldi ce matin. C'est-à-dire que quand on a une maladie d'Alzheimer, alors non, on va dire comme ça, quand on a un infarctus du myocarde, une insuffisance respiratoire, qu'on ait 50 ans ou 75 ans, on est soigné de la même façon. Quand on a une maladie d'Alzheimer, qu'on ait 50 ans ou 60 ans, on n'est pas soigné de la même façon. Et je crois que, alors effectivement, j'entends bien le problème du handicap, mais quand est-ce qu'on va pouvoir imaginer, ne serait-ce que par respect pour ces malades-là, d'imaginer ils ont des maladies, et que cette maladie, elle nécessite une prise en soin. Alors quand je dis prise en soin, c'est pas des piqûres, des injections et tout ça, pas forcément, quoique avec le Leqembi, pourquoi pas, mais une prise en soin psychogériatrique spécifique par des vrais professionnels. Parce que c'est vrai, quand on a arrêté le remboursement des médicaments, on nous a dit oui, vous inquiétez pas, la musicothérapeute, elle va être remboursée maintenant, etc. Il n'en est rien, et on est essentiellement en termes d'aide et de quémander des choses et de parler de répit et les pauvres aidants et tout ça. Mais les pauvres malades, quand est-ce qu'on va les reconnaître à la fois dans leur statut de personne, mais aussi dans leur statut de personnes malades? Ils ont une maladie qui nécessite un certain nombre de soins non médicamenteux. Alors on dit les interventions non médicamenteuses, etc. Et heureusement que France Alzheimer est là pour proposer toutes ces interventions non médicamenteuses et pour les financer. Et heureusement que les personnes malades ont des associations et des bénévoles comme France Alzheimer. Alors je trouve que tout ça, c'est... Enfin, excusez-moi madame, mais ça fait très longtemps qu'on on entend parler de vraiment il faudrait, il y a qu'à, la barrière de l'âge, machin, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens très jeunes peut-être chez les décideurs qui n'imaginent pas ce que c'est que... Alors, on est un certain nombre de vieux dans la salle. Moi, j'en suis une, hein, à 70 ans, commence à être un peu vieux. Mais je crois que cette barrière de l'âge, elle est, mais sur le plan éthique, sur le plan de l'équité, c'est inadmissible. Maintenant, faut arrêter. Enfin, c'est une urgence, je crois. Et encore une fois, vous avez un cancer de la prostate à 50 ans. On vous demande pas votre âge. Si vous en avez un à 75 ans, on vous demande pas non plus votre âge. On vous soigne, parce que c'est une maladie. Et donc, je trouve que vraiment, enfin, moi, je voudrais qu'on s'élève un peu, parce que il y en a un petit peu marre. Au bout d'un moment, je crois qu'on est vraiment très gentils. Mais je pense, voilà, hein, que le message, en tout cas, est passé. Enfin, la barrière de l'âge est vraiment une injustice, et effectivement... continuons d'avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous reviendrez, Roméo Fontaine, hein, nous présenter vos travaux. Sandrine Runel également. Ah,
Alors vraiment très rapidement parce qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, je pense qu'on ne peut pas ouvrir, ça serait un trop vaste débat, hein, la situation des malades en institution. Sandrine Runel, vraiment, oui, je pense que la situation doit être très variable d'un EHPAD, d'un établissement à un autre. Donc, juste un petit mot pour effectivement pas ouvrir le débat, mais pour essayer de répondre à Madame. Aujourd'hui, on a une grande difficulté. Enfin, moi, j'étais présidente du CCAS de Lyon et donc gestionnaire d'EHPAD. Aujourd'hui, on a une grande difficulté parce qu'on a des demandes de personnes qui sont malades d'Alzheimer, qui souffrent d'Alzheimer et qui ne trouvent pas de lieu pour être prises en charge. Et l'EHPAD n'est pas le lieu adapté. Alors, il y a évidemment cette barrière de l'âge, mais il n'y a pas que, en fait, hein. Il y a aussi la question de la pathologie, la maladie, la manière dont elle a évolué. Et donc, il y a aussi un déficit de place qui, aujourd'hui, devrait être comblé. Mais encore une fois, la barrière financière est là et elle empêche quand même beaucoup d'avancer sur ces questions-là. Merci beaucoup. Nous allons passer, non, je suis désolée, on va passer à la table ronde suivante. Roméo Fontaine, Sandrine Runel, un très grand merci, on vous applaudit. Merci beaucoup d'être venus nous voir et partager vos réflexions. Merci beaucoup.